Alors maintenant, on va parler des principes de la réhabilitation et du réentraînement à l'effort en maladie chronique, donc de manière assez générale. Puis après, on fera des petits focus sur certaines maladies qui nécessitent quelques spécificités. Alors dans un premier temps, on va vraiment rappeler quand même les bienfaits de l'activité physique sur les maladies chroniques en termes de pédiatrie, c'est-à-dire un bref rappel donc, de la littérature actuelle qui est de plus en plus étoffée sur le sujet. Après, donc, on passera sur le thème donc, sport sur ordonnance, l'émergence de ce nouveau concept thérapeutique et de prévention. Et puis la mise en pratique, parce que c'est souvent ça qui nous intéresse, nous, professionnels de terrain, c'est-à-dire comment est-ce que l'on peut organiser spécifiquement toutes ces choses. Alors, les bienfaits de l'activité sur la maladie chronique, donc le modèle, vraiment le premier modèle que nous avons eu nous en pédiatrie, c'est le modèle de la mucoviscidose en maladie respiratoire donc chronique. Donc la mucoviscidose, c'est une bronchopathie chronique avec un encombrement bronchique progressif qui est dû à une anomalie du mucus et qui provoque une insuffisance respiratoire chronique qui peut être mortelle donc à terme. On sait largement que l'activité physique va améliorer la tolérance à l'effort en modifiant l'aspect quantitatif et qualitatif des fibres musculaires, notamment celles qui vont participer à la ventilation et la ventilation d'effort. Ça va également donc limiter l'ostéoporose. Les enfants à mucoviscidose ont une malabsorption, donc ils vont avoir souvent une diminution de la densité osseuse. Ils ont également souvent des troubles de la régulation glycémique qui va être améliorée donc, par la pratique sportive. Et bien entendu, l'activité physique a une action anxiolytique non négligeable chez ces enfants dont l'avenir reste toujours incertain. Alors l'activité physique, on le voit bien chez ces enfants qui ont vraiment, comme je vous le redis, un encombrement bronchique très important. Cette ventilation d'effort va aider vraiment au drainage bronchique, vraiment à évacuer ce mucus qui est dit très épais. Et on voit finalement une amélioration progressive de leurs épreuves fonctionnelles respiratoires, ce qu'on appelle le VEMS, une amélioration donc de leur VO2 max, leur capacité maximale d'effort, et bien entendu de leur qualité de vie. En cancérologie pédiatrique également, on retrouve de nombreux papiers qui ne cessent de louer les bienfaits d'une activité physique, pas seulement chez les enfants en rémission de cancer, mais pendant l'activité, pendant les chimiothérapies. Alors ça peut paraître un petit peu difficile quand même de pouvoir proposer une activité physique chez un enfant qui est en pleine chimiothérapie très fatigué. Mais c'est notre rôle d'adapter justement cette activité physique et on ne peut en voir que des bons effets. Ça va lutter contre le déconditionnement aérobie, déconditionnement musculaire qui est multifactoriel. C'est des enfants qui ont à la fois des chimiothérapies qui sont très dégradantes sur la fibre musculaire, qui vont également avoir des toxines de chimiothérapie qui peuvent altérer la fonction cardiaque. Donc il est important de garder un réentraînement, un entraînement chez ces enfants. Et ça va permettre également de réduire la fatigue, les douleurs chroniques de ces enfants très alités, pour lesquels les chimiothérapies sont extrêmement invasives. Et puis, bien entendu, de faire du sport, même à l'hôpital, même si on est sous perfusion de chimiothérapie, pouvoir se dépenser, se dépasser, est un grand facteur pour améliorer l'estime de soi. C'est très difficile psychologiquement de traverser ces épreuves pour ces enfants. Pour les pathologies rhumatologiques, la plus fréquente, en pédiatrie chez les enfants, c'est ce qu'on appelle l'arthrite juvénile idiopathique. C'est une sorte d'arthrite chronique en fait qui va survenir sur l'ensemble des articulations de l'enfant, qui est traitée comme une maladie chronique, alors avec des anti-inflammatoires, des immunosuppresseurs. En tout cas, on sait que la persistance d'une activité physique est très importante. Elle va optimiser la densité minérale osseuse. Elle va diminuer également le risque d'obésité chez ces enfants qui vont avoir tendance à avoir une surcharge. Et ça va permettre de garder une bonne amplitude articulaire chez les enfants qui ont souvent des petites rétractions des articulations et limiter les dommages au cartilage. Donc encore une fois, l'activité physique adaptée n'a encore que des bienfaits chez ces enfants. Le diabète, on l'a vu également précédemment, c'était un bon moyen donc, de réguler la glycémie par l'utilisation de l'insuline. Ça potentialise en fait l'utilisation de l'insuline lorsque l'on a une activité physique régulière et adaptée. Et bien entendu, ça va permettre de réduire l'excès de poids. L'obésité va être également
quelque chose donc très important. Les papiers sur activité physique et obésité, il y en a des tonnes. On en parlera tout à l'heure parce que vraiment c'est quelque chose qui est très préoccupant dans nos pays industrialisés. Donc on en parlera vraiment spécifiquement. Et la drépanocytose, donc c'est une maladie, c'est la maladie génétique la plus fréquente en France, même si encore peu connue. C'est une anomalie de l'hémoglobine, pardon, qui provoque une anémie chronique chez des enfants qui vont avoir donc une tolérance à l'effort assez faible et pour qui l'effort peut être également facteur de crise, pour ces enfants qui font des crises douloureuses. Et bien qu'avant on nous disions oui attention ces enfants qui ne peuvent pas faire de sport parce que le fait d'être en stress oxydatif compagnie ça va provoquer finalement des crises vaso-occlusives chez ces enfants. Et bien, finalement, comme quoi tout évolue, maintenant on considère que l'activité physique à un certain niveau, c'est-à-dire adaptée, c'est ce que l'on sait faire, va vraiment prévenir la survenue de ce genre de crise douloureuse. Alors il y en a plein d'autres, hein. On peut prendre finalement tout l'arsenal des maladies connues donc en pédiatrie, ça peut être les cardiopathies, l'insuffisance rénale, la dialyse, les pathologies neurologiques, neurodéveloppementales, en tout cas le sport, l'activité physique dite adaptée, vraiment un facteur donc, de prévention primaire et secondaire dans ces maladies et va permettre de lutter contre le déconditionnement commun à toute maladie chronique. Le déconditionnement commun, il est assez connu. En fait, c'est le fait d'avoir une altération quelle qu'elle soit, une altération cardiaque, une altération musculaire, une altération neurologique, une altération sanguine. C'est un déconditionnement qui va être progressif. On a moins de capacité, donc on en fait de moins en moins. Puis le fait de faire moins en moins, on perd notre entraînement. Et finalement, avec aucun entraînement, on se retrouve généralement dans une situation d'aggravation donc totale, pour lequel il va falloir vraiment une réhabilitation globale. Et c'est là qu'est notre rôle. On va faire un tout petit bref rappel quand même de physiopathologie pour vous donner 2-3 éléments, c'est-à-dire la tolérance à l'effort, en fait, c'est le reflet de ce qu'on appelle la VO2 max. C'est la capacité d'extraire l'énergie donc de l'O2 et d'en faire quelque chose pour faire ce que l'on fait quand on fait une activité sportive. Et l'équation, elle est simple, c'est ce que va faire le cœur, c'est-à-dire sa capacité à éjecter le sang, sa capacité à augmenter le rythme cardiaque et sa capacité à extraire l'oxygène donc à l'intérieur des vaisseaux. Et donc tout ça, finalement, on comprend vite que si on a une cardiopathie ou que l'on a une maladie du rythme cardiaque, il va y avoir une altération de ses capacités. On ne va pas pouvoir être au maximum comparé à un enfant qui est dit en bonne santé. Et de même, si on a des capacités donc, de l'hémopathie ou d'une anémie ou en tout cas des capacités sanguines qui sont altérées, on ne va pas pouvoir avoir les mêmes capacités qu'un autre enfant. De la même façon, si on ne ventile pas aussi bien et qu'on est tout le temps encombré, on ne peut pas extraire l'oxygène de la même manière qu'un enfant en bonne santé. Et donc tous ces éléments sont à prendre en compte. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué finalement de se dire « Ah oui, il y a du cardiaque, il y a du respi, c'est quelque chose de très physiologique ». Mais en fait c'est important, nous en tant que prescripteurs d'activité physique adaptée et sur le terrain pour la mise en application de cette prescription. Parce que ça nous permet, grâce à cette équation simple, de comprendre que lorsque l'on propose une activité physique adaptée, on doit intervenir sur ces 3 domaines qui vont faire à l'enfant la capacité d'avoir une tolérance à l'effort. C'est-à-dire, on va agir sur le système pulmonaire, on va agir sur le système cardiovasculaire et on va agir sur le muscle. Et on va retenir ces 3 éléments très importants qui vont nous permettre de découdre cette fameuse prescription d'activité physique adaptée. Il faut vraiment prendre en compte que le déconditionnement, il est très rapide chez un enfant. Un enfant qui reste 3 semaines au lit, il va perdre 28% de ses capacités d'effort. C'est-à-dire, sur un truc tout con, sans parler de maladie chronique, si je me casse la jambe et que je suis alité avec un plâtre, au lit, voilà, au bout des 3 semaines, j'ai perdu presque 30% mes capacités d'effort. C'est quand même énorme. Et donc, ça montre que, quelle que soit la maladie de l'enfant, elle va être à l'origine d'un déconditionnement. Et c'est notre rôle de lutter contre tout ça.
Alors le déconscientissement, c'est ça, c'est je suis sédentaire. Par exemple, si on peut reprendre encore une fois le modèle de l'obésité, bah, je suis sédentaire, j'ai finalement une masse grasse trop importante par rapport à ma masse musculaire. Donc au final, je ne prends pas de plaisir à faire du sport parce que déjà ça me fait mal, je vais me blesser parce que je vais avoir mal au genou, je vais devenir tout rouge, donc en fait c'est pas du tout un plaisir. Donc j'arrête de le faire, je vais aller voir un médecin qui va me dire ah bah oui je vais vous faire finalement un certificat de, de contre-indication, je vais vous mettre un arrêt de sport, donc j'en fais encore moins, je reste dans mon canapé, je prends encore plus de poids, c'est encore plus difficile et finalement on arrive à une zone que l'on dit de rupture, une zone d'invalidité, invalidité du sport pour lequel nous avons besoin des enseignants d'activité physique adaptée pour retrouver cette autonomie et retrouver ce conditionnement progressif grâce au sport. Alors, de la connaissance de toutes ces littératures dont je vous ai cité sur les différentes maladies, connaissance du déconditionnement, connaissance du principe de l'activité physique adaptée et de son rôle, est émergé ce nouveau concept du sport sur ordonnance dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Et c'est ça que l'on appelle donc l'activité physique adaptée. Alors, il fait suite à la modernisation du système de soins. Il y a eu d'abord la loi en janvier 2016 qui s'est dit on va moderniser un petit peu ce système de soins et commencer à parler de cette prescription d'activité physique adaptée, prescription d'activité physique. Elle a été finalement aboutie en mars 2017 avec le décret qui désormais stipule que dans le cadre d'une affection de longue durée, ce qu'on appelle donc une ALD, l'activité physique peut être prescrite dans un certain cadre et dans certains éléments que nous allons préciser. Alors l'ordonnance pour une prescription d'activité physique, elle peut se faire donc seulement sur certains professionnels. Je ne vais pas aller prescrire à n'importe qui de faire du sport. Elle peut se prescrire à des masseurs kinés, à des ergothérapeutes ou des psychomotriciens. Elle peut se prescrire également aux professionnels titulaires d'un diplôme dans le domaine d'activité physique adaptée, les enseignants physique adaptés. Elle peut également se prescrire pour des professionnels et personnes qualifiées qui ont finalement eu certaines prérogatives ou qui ont fait certaines formations vraiment ciblées sur l'affection de longue durée et les bienfaits et les principes d'une activité physique adaptée. Et également ont été rajoutées les personnes qualifiées d'une certification délivrée par une fédération sportive agréée. Et c'est certaines annexes du coup de ces éléments et de ces décrets. Mais concrètement, moi, mes collègues médecins sont souvent un petit peu embêtés. Ils me disent, voilà, mais comment on fait c'est comment, à qui, quoi, qu'est-ce que je fais? Moi, je prends mon ordonnancier, puis je mets quoi? Je mets, va faire du sport. Disons que ce décret, il est bien. Il est bien parce qu'enfin, on est en train de dire que finalement, comme tout médicament, l'activité physique adaptée, elle est importante. Il faut la prescrire au même titre qu'un médicament, mais pour le moment, on ne sait pas encore finalement à qui, quoi, comment le faire. Déjà, souvent ce qu'on me dit, c'est est-ce qu'il y a une évaluation avant? Est-ce qu'il y a certains examens à faire avant de prescrire? Est-ce qu'il y a un bilan initial? Ensuite, souvent, c'est comment le prescrit. Est-ce qu'on prescrit des activités particulières ou est-ce que c'est finalement à l'enseignant d'activité physique adaptée de dire « Ah ben non, c'est mon job, vous m'avez fait la prescription, moi je connais mon job, je vais finalement faire son petit programme, vous pouvez me faire confiance ». Ça, pour l'instant, on ne le sait pas trop. Et est-ce qu'il y a un accompagnement du patient, c'est-à-dire vers qui on le tourne, est-ce qu'on a un retour, où est-ce qu'il le pratique? Ça reste des questions encore en suspens, ce n'est pas encore complètement abouti, mais on est déjà sur le bon chemin. Alors, l'évaluation médicale spécialisée. C'est sûr que lorsque l'on est dans le cadre d'une maladie chronique, parce que je rappelle, ça se prescrit donc dans le cadre d'enfants ou adultes, mais moi je vais vous parler principalement d'enfants, on parle d'enfants qui sont dans des situations d'affection longue durée, donc maladie chronique. Donc de toute façon, il faut qu'il y ait une évaluation médicale spécialisée avant. Vous ne pouvez pas vous lancer finalement à faire des activités physiques sans qu'il y ait eu quand même certaines choses qui ont été évaluées pour finalement une pratique en toute sécurité. Donc, outre l'examen classique du pédiatre, âge, poids, taille, stade pubertaire, les traitements, les limitations de l'appareil cardio-respiratoire ou locomoteur, généralement, on aura une évaluation cardiaque avec un électrocardiogramme, éventuellement une évaluation respiratoire avec une épreuve fonctionnelle respiratoire
et encore mieux, mais pas pour tout le monde, ce n'est pas forcément nécessaire, une épreuve d'effort cardio-respiratoire sur vélo avec mesure donc, de la VO2. Ça, c'est des choses qui vont dépendre en fait du type de maladie. C'est sûr qu'un gamin qui va avoir une cardiopathie, clairement, il va avoir son ECG et son épreuve d'effort. Un gamin qui va avoir une mucoviscidose, une pathologie respiratoire, clairement, c'est important qu'on vous fournisse l'épreuve fonctionnelle respiratoire et qu'on vous guide sur le type d'activité qu'il faut faire. Après, il y a les tests de terrain. Et tests de terrain, moi, je ne sais pas très bien finalement à qui doit le faire. Moi, en tant que médecin, je sais le faire parce que j'ai la chance d'avoir la casquette médecin du sport. Par contre, mes collègues pédiatres, ils ne sont pas très à l'aise. Je pense que c'est plus le rôle, en effet, de spécialistes du sport, des enseignants d'activité physique adaptée, de réaliser peut-être la bilan initial avec le test de marche de 6 minutes, le test navette, la mesure de la force musculaire, l'équilibre et la proprioception. Non pas que ça va guider finalement la prescription en tant que telle, mais ça va permettre d'avoir le bilan initial, un bilan complémentaire et savoir où est-ce qu'on va finalement avec cet enfant. Moi, j'insiste toujours sur également l'évaluation des capacités psychomotrices, l'évaluation diététique, comment l'enfant il se situe dans son environnement psychologique et quelles sont ses préférences en termes d'activité qui va permettre finalement de guider cette pratique. Donc, je vous le redis, là on va passer vite, hein, l'évaluation finalement de l'effort, l'épreuve cardio-respiratoire, elle peut avoir son rôle sur certaines maladies chroniques, notamment cardiaques ou cardio-respiratoires importantes. Ce n'est pas des petits champions, hein, on est dans l'activité physique adaptée, donc nous on ne va pas être en train d'essayer de voir quel va être son seuil anaérobie, quelle va être sa VO2 max ou autre sur les capacités maximales d'effort. Nous on va le voir. Pour la pratique, ce qui nous intéresse principalement, c'est ce que vous voyez donc, en première partie de courbe, c'est ce qu'on appelle le seuil ventilatoire numéro 1, c'est-à-dire le seuil généralement où on a encore une bonne capacité d'effort mais on ne s'essouffle pas. Et c'est à ce seuil-là qu'il va falloir faire travailler l'enfant. Et après, les tests de terrain, ce sont des tests qui sont normalisés et pour lesquels vous connaissez finalement les règles. Alors, une fois qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on va prescrire, comment on va le prescrire et comment on va l'appliquer? Alors, il y a différentes règles. Hein. Il faut de l'aérobie, il faut du cardio, c'est-à-dire vraiment travailler les capacités d'endurance. Il faut qu'il y ait également du renforcement musculaire, donc ce qu'on appelle la musculation. Il faut du travail donc, de souplesse et de proprioception. Et bien entendu, il y a certaines règles à respecter lorsque l'on veut vraiment être dans un programme d'activité physique adaptée, c'est-à-dire que si on veut gagner en endurance ou en exercice aérobie, c'est minimum 3 fois par semaine. Pour le renforcement musculaire, c'est généralement, il faut proposer 2 types d'exercices par semaine. Le travail de la souplesse et de la proprioception, ça va dépendre des limitations de chaque enfant, mais c'est au moins 1 à 2 exercices par semaine. Et en fonction des pathologies, ça peut être également un encadrement, bien entendu, diététique. Et le tout, toujours avec un soutien psychologique et de la motivation. Et comme je dis toujours également, c'est qu'on est dans la prescription d'une activité physique adaptée. Donc, quand je suis, moi, en tant que prescripteur d'un antibiotique auprès d'un enfant, j'ai un dosage, j'ai une posologie, on va dire, un comprimé 3 fois par jour pendant 10 jours. Et bien, le sport, c'est la même chose, c'est-à-dire je vais vous prescrire 3 fois par semaine pendant tant de semaines. Et ça ne veut pas dire qu'au bout de 10 semaines, on stoppe et qu'on ne fait plus rien, mais ça veut dire qu'au bout de 10 semaines, on sera dans une optique de réévaluation. Donc, il faut vraiment que l'enfant et son entourage aient cette notion de durée, de planning, de savoir où est-ce qu'il va, parce que ça va être un bon facteur donc, d'entretien de motivation. Alors, cet entraînement aérobie cardiaque ou cardio, en fait, il faut qu'il commence à un effort qu'on dit sous-maximal prolongé. Donc sur une épreuve d'effort, ça correspond à ce premier seuil ventilatoire. En gros, ça correspond à je fais du vélo et ou je fais un petit footing et je peux continuer à parler. Je ne suis pas en bout de course complètement essoufflé. Et c'est ce seuil-là qui correspond généralement à 60-80% de la fréquence cardiaque maximale qu'il va falloir travailler sans essouffler donc, le patient. On essaye de débuter pendant 20 minutes. Donc encadré donc, par un professionnel. Et ensuite, on va proposer d'allonger progressivement la séance. On allonge, c'est-à-dire on va passer de 20 minutes, on va passer à 25 minutes, puis on va passer un petit peu à 30 minutes. Généralement, quand on commence déjà à passer le seuil des 30 minutes, là, on va dire à l'enfant, écoute, on va monter un petit peu en charge. C'est-à-dire que si je suis sur un vélo,
on va commencer à augmenter un petit peu la puissance. Et si on est sur un tapis de course, on va commencer à augmenter un petit peu la vitesse. Pour le renforcement musculaire, on peut retrouver sur Internet différents types de tutos. Il y a différents types de séances qui sont bien codifiées désormais. Celle-là, c'est l'exemple du self, par exemple, qui va faire travailler toutes les chaînes musculaires. Il va falloir bien entendu l'adapter en fonction des limitations de chaque patient. On comprend bien qu'un patient en situation d'obésité ou en situation d'arthrite chronique avec des limitations des articulations ne va pas pouvoir faire toutes ces séries de gainage ou de renforcement musculaire. Donc, il va falloir l'adapter progressivement. Toujours adapté. Il n'est pas là pour rien, ce A de APA, activité physique adaptée. Donc en pathologie respiratoire, on va vraiment insister sur les exercices de ventilation abdominale, de gestion de ce diaphragme et de la dyspnée d'effort. Pour l'obésité, ça va être vraiment insister sur des activités portées, vélo, natation, insister sur l'image de soi. Dans la pathologie hématologique, vraiment prendre en compte cette notion d'anémie, c'est-à-dire que si j'ai 6 grammes d'hémoglobine, je ne vais forcément pas avoir les mêmes capacités et la même endurance que quelqu'un qui a 15 grammes d'hémoglobine. En cancérologie, vraiment prendre en compte cette fonte musculaire que l'on va avoir pendant la chimiothérapie et donc insister sur vraiment le gainage, la récupération d'une masse musculaire. Et les pathologies rhumatologiques, vraiment insister sur cette notion de douleur. Donc, c'est-à-dire vous êtes en train de faire de l'activité physique, vraiment questionner sur le ressenti de l'appareil locomoteur parce que les articulations ne doivent pas faire souffrir. Donc voilà, donc communément on peut dire voilà, qu'une prescription, comme moi je travaille en centre de rééducation fonctionnelle où toute la journée je prescris cette activité physique adaptée. Donc j'ai la chance d'avoir le plateau technique et les professionnels qui sont là, donc ça me permet d'avoir des ordonnances qui sont toutes jolies comme ça, mais dans lesquelles on retrouve toujours ces mêmes principes, c'est-à-dire il y a le cardio que l'on va prescrire 3 fois par semaine, il y a le renfort musculaire que l'on va prescrire 1 à 2 fois par semaine, il y a les pathologies respiratoires qui vont avoir vraiment des séances de respiration abdominale qui vont être à respecter, et puis d'autres choses, donc d'autres alternatives. Alors, où pratiquer ces activités physiques adaptées? Alors, il faut prendre l'enfant dans sa globalité. L'enfant, il fait quoi dans sa vie? Il est avec papa, maman, il est à la maison. S'il a une maladie chronique, il va aller à l'hôpital. Sinon, il va à l'école. Et puis, quand ça ne va pas, il va dans les structures spécialisées. Et il va falloir solliciter tous ces aspects de la vie de l'enfant. C'est-à-dire favoriser l'activité physique adaptée à la maison en orientant les parents sur certaines choses qu'ils peuvent faire à la maison. Bien entendu, nous, en tant que professionnels, on va agir en relais de ville dans des clubs associatifs, des associations de patients. Ça peut être les kinés qui prennent également les relais. Le statut d'enseignant d'activité physique adaptée n'est pas encore vraiment disponible avec pignon sur rue. Mais par contre, ce sont des personnes qui vont être assez incluses dans des associations sportives, des associations de proximité, dans des centres de soins pour lesquels il va falloir donc solliciter l'entourage local. Alors, les choses ont quand même avancé. Désormais, dans toutes les régions quasiment de France, on peut avoir une sorte de répertoire des établissements dans lesquels on va proposer de l'activité physique adaptée. Nous, en Ile-de-France, il s'appelle Prescriform. Alors, c'est plutôt pas mal fait. Ça demande encore à être amélioré, à être étoffé. Mais grosso modo, que l'on soit médecin ou patient, ou parents d'enfants patients, on peut voir en fait finalement en fonction de la localisation du patient quel type d'activité peut être proposé dans un rayon pas trop loin et dans lesquels des enseignants d'activité physique adaptée vont intervenir dans différents types. Donc par exemple là, si l'on choisit, par exemple j'habite Fontenay-sous-Bois, je vois que finalement il y a un club affilié APA, activité physique adaptée, pour du body taekwondo. Donc on va bien comprendre que ce n'est pas du taekwondo classique qui sera adapté en fonction de la pathologie, mais en tout cas je sais que moi en toute confiance je peux l'adresser à ce club parce qu'il y aura des professionnels qui vont savoir encadrer pour différents types de maladies. Voilà, ça peut être également, on voit, il y a de l'équitation, il y a souvent beaucoup de marche nordique ou de la gym d'entretien, c'est très bien, parce que souvent lorsqu'on commence à parler APA, c'est des personnes qui ont quand même des altérations assez importantes. Donc voilà, c'est présenté de la sorte, ce n'est pas forcément présenté partout dans toutes les régions de la même façon, mais ça reste à peu près le même esprit.
Sinon, il faut savoir se renseigner également auprès des mairies, des associations de mairies et des centres de santé. Donc, par exemple, à Bondy, il y a pour les personnes à risque de diabète des séances qui sont proposées aux enfants tous les mercredis après-midi avec des séances d'éducation sportive type Zumba, encadrées par des APA, qui vont permettre une fois par semaine aux adolescents obèses donc de se réentraîner. Une fois que l'on a dépassé un certain stade de la maladie, ça peut être bon finalement d'être disons, hospitalisé dans un soin de suite ou de réadaptation où on va dormir, où là on va également donc, faire un petit programme vraiment personnalisé où à la fois l'enfant va avoir sa scolarité et dans lesquels on va avoir le soutien APA. Donc ça, c'est pour les personnels d'enseignement, d'activité physique adaptée qui choisissent finalement de travailler dans des structures spécialisées de soins de moyen ou long séjour. En conclusion, donc, l'activité physique adaptée, ses bienfaits sont largement reconnus dans toute pathologie chronique. Elle nécessite une évaluation complète pour une bonne prescription médicale. On a bien dit qu'il va falloir de l'aérobie au moins 3 fois par semaine, du renforcement musculaire 2 fois par semaine, des exercices de ventilation abdominale, du travail de l'équilibre et un soutien psychologique et diététique. Le minimum, c'est 6-8 semaines. Bien entendu, il faut le poursuivre bien plus longtemps, mais en tout cas, ça veut dire que toutes les 6 à 8 semaines, ça nécessite une réévaluation. Il faut généralement l'enfant l'accompagner sur une année scolaire et s'aider de tous les appuis que l'on peut avoir, c'est-à-dire la famille, les associations de réseau, les clubs sportifs dans lesquels il peut y avoir des personnes qualifiées pour les activités physiques adaptées. Et lorsque cela nous dépasse, ne pas hésiter à solliciter l'hôpital ou les soins de suite. En tout cas, comme dit le ministre de la Santé espagnol, pour chaque euro investi en activité physique, c'est 15 € d'économie en dépenses de santé. Et j'en partage complètement cet avis et je l'encourage chaque jour dans la pratique.